Pour bien comprendre l'histoire du premier jeu vidéo, il faut retourner en 1945. Ça fait 3 ans que les États-Unis recrutent des milliers de scientifiques avec budget illimité pour un objectif, la bombe nucléaire. À la fin de la guerre, quand les bombes ont été finies et malheureusement utilisées, le gouvernement décide de garder un bon nombre de scientifiques pour continuer de travailler sur des projets financés par l'État. Il crée à travers le pays une suite de laboratoires de recherche qui accueilleront ces scientifiques, notamment pour travailler sur les usages plus pacifiques de la puissance nucléaire. Sauf qu'à l'époque, dans l'esprit du public, nucléaire égale bombe, et ils sont pas très heureux d'avoir ce genre de technologie développée près de chez eux. Un de ces laboratoires, le Brookhaven National Laboratory, qui est situé à New York, décide d'ouvrir ses portes au public une fois par an pour leur montrer qu'il travaille sur des technologies utiles pour la société et pas dangereuses. Le physicien William Higginbotham, qui a précédemment travaillé sur les premières bombes nucléaires, réfléchit en 1958 ce qu'il pourrait présenter au public. Il repense alors au Donner Model 30. C'est un ordinateur analogue qui à l'époque est à la pointe de la technologie et coûte plus de 20 000 $, même si de nos jours on considérait plus ça comme une calculette qu'un ordinateur. Une de ses nombreuses fonctionnalités est le calcul de trajectoire balistique, très pratique si vous voulez envoyer des missiles encore plus loin. Avec la journée porte ouverte qui s'approche, William Higginbotham a comme idée de remplacer les fusées par des balles de tennis, qui permettraient à 2 joueurs de se faire une petite partie. En 2 jours de travail, il créa les schémas électroniques nécessaires à la création du jeu, puis il donna ces schémas à Robert Dvorak, qui s'occupera d'assembler le jeu sur les prochaines semaines. Après 2 semaines de travail assez intense, ils finirent de créer le premier jeu vidéo de l'histoire, qui sera plus tard nommé Tennis for Two. C'est un jeu très simple, chaque joueur a une petite manette créée pour l'occasion, qui lui permet de renvoyer la balle de tennis et de choisir l'angle à laquelle elle partira. Malheureusement, de nos jours, tous les Donner Model 30 restants sont dans des musées, donc le seul moyen de rejouer à ce jeu, c'est... Deux heures plus tard, j'ai réussi à créer 2 manettes et le jeu, et on va pouvoir jouer un peu. J'ai même pris le temps de faire une petite intelligence artificielle. Comment ça va l'intelligence artificielle ? Bien. C'est parti alors. Tennis for Two est très prenant pour un jeu fait avec juste 2 traits et un cercle. J'étais tellement concentré sur les premières minutes de jeu que j'ai complètement oublié de raconter la suite. Alors on n'imagine même pas ce qu'ont pu ressentir les visiteurs en 1958. C'est très rigolo de jouer avec cette manette, mais en vrai une manette moderne serait beaucoup plus pratique. Là je peux pas choisir la force du tir et c'est très dur de choisir l'angle étant donné que c'est juste un bouton que je tourne. En tout cas, malgré la simplicité du jeu, on passe un très bon moment, c'est assez nerveux et le fait de jouer contre un autre joueur rend tout de suite ça compétitif. Et d'ailleurs, lors de la journée porte ouverte, ce fut un succès total. Les gens faisaient la queue jusque dans le parking pour pouvoir y jouer. Ah, ça y est, je vais me réveiller. Bon, faut quand même qu'on pense à continuer de tourner la vidéo. L'année d'après, en 1959, William Higginbotham décida de refaire le même jeu, mais en rajoutant quelques fonctionnalités, donc notamment il a fait un écran plus grand, et il a aussi permis de jouer avec différentes gravités. Bon là on est avec la gravité sur la Lune, ça me paraît un peu compliqué de jouer au tennis sur la Lune, à voir. Oh regarde, c'est dur de rester dans le cours quoi. Suite à ces 2 années de réussite pour Tennis for Two, William Higginbotham décide de ne pas rester sur ses acquis, il démonte le jeu, les pièces sont réutilisées pour d'autres projets dans le laboratoire, et c'est la fin de l'histoire de Tennis for Two. Il se rendait pas compte du potentiel du jeu vidéo et que ça allait devenir une industrie à plusieurs milliards de dollars. À l'époque, qui pouvait s'imaginer que le matériel qu'il utilisait deviendrait si peu cher que les gens pourraient l'acheter juste pour se divertir. Au final, il n'a jamais déposé de brevet là-dessus, il n'en a jamais gagné un centime. De toute façon, William Higginbotham, il avait d'autres priorités dans sa vie. Si on revient un peu en arrière, à l'époque où William Higginbotham travaillait encore sur la première bombe nucléaire, il savait avant même qu'elle explose que sa force destructrice allait changer la face du monde. Une fois que les bombes nucléaires sont devenues de notoriété publique, il a décidé, avec d'autres scientifiques, de créer la Federation of American Scientists, qui avait comme objectif de lutter contre la prolifération nucléaire. Quand on était dans les années 50, à l'époque où il a créé Tennis for Two, on était en pleine guerre froide entre l'URSS et l'Amérique, et les 2 pays étaient dans une course pour construire le plus de bombes nucléaires possible. On peut voir qu'au plus haut du pic, à la fin des années 80, il y avait plus de 60 000 têtes nucléaires prêtes à exploser dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime que quelques centaines de bombes nucléaires suffiraient à éradiquer la vie de la planète. Et grâce aux efforts notamment de la Federation of American Scientists, les différents gouvernements du monde ont fini par se mettre d'accord que depuis les années 80, on est passé de plus de 60 000 bombes à juste 10 000. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde beaucoup plus sûr, et c'est grâce aux gens qui se sont battus et continuent de se battre contre la prolifération nucléaire. William Higginbotham a fini par s'éteindre en novembre 1994.
Bon, j'espère que l'histoire du premier jeu vidéo de William Higginbotham vous aura plu. Moi, je trouve cette histoire vachement intéressante. Déjà, je savais pas du tout que les origines des jeux vidéo se retrouvaient avec la création des bombes nucléaires, etc. Au final, j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de technologies de nos jours. Vu qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans la recherche à l'époque, tout découle un peu de cette époque-là. Mais je pensais pas que c'était à ce point pour les jeux vidéo. Désolé si cette vidéo parle de sujets assez peu joyeux. C'est aussi une volonté de la famille de William Higginbotham qui soit remémorée non seulement pour son travail dans les jeux vidéo, mais surtout pour son travail dans la non-prolifération nucléaire. Donc j'ai fait de mon mieux pour transmettre tout ce qui s'est passé et respecter leurs souhaits. Si vous voulez essayer Tennis for Two, je vous mets un lien dans la description. Alors par contre, il faut être 2 joueurs sur le même ordi avec 2 manettes. C'est un peu contraignant ce jeu malheureusement, mais si vous avez l'occasion, c'est très rigolo. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager, vous connaissez la chanson, et on se voit pour la prochaine.